Alors, on revient dans la deuxième partie de podcast CJT Talks 2024. On parle d'accès au marché et internationalisation des entreprises. La première partie avec Monsieur Michel Boza, directeur Afrique du Nord chez Business France. On a parlé un petit peu de la stratégie de la France pour internationaliser ses entreprises. يعني شفنا كيفاش المؤسسات في فرنسا يعاونوهم كيف les accompagnent et نقولها ونعاودها. كيفاش بدات يا 6 ans 6 سنين التالي يعني مش على 20 سنه وبيان سور يعاونوا في الشركات نتاعهم depuis longtemps mais depuis 6 ans ils ont mis une stratégie كيفاش à travers un partenariat public privé هذه مشاركه ما بين الببليك والبريفي بناو بنيه اكستراوردينير اللي هي وصلت في 5 سنين 20,000 مؤسسه 20,000 مؤسسه عملوا الانترناسيوناليزاسيون دي زونتربريز. نخليكم تفهموا ايش معناتها 20,000 مؤسسه، حاجه خارقه العاده. احنا كان نعملوا حتى ربع سا سخي مانيفيك. وحاجه باهيه كيفاش كونوا لاكومبانيمون اوتور دي زونتربريز كو سا تي بي او بي ام او يعني دي بتيت زونتربريز كيفاش لي اكومبانيو حتى وراهم ويعرفوا يعني اللي صعيب ياسر يقول لك تقريبا عامين 3 سنين باش تنجم انت تعمل ان بروميير مارشي. دونك يعاونوهم يعرفوا فينانسيرمون سي با فاسيل. عملوا لهم دي ستركتور، عملوا لهم دي سيستيم بور لي ايدي بور لي بروتيجي. يا بي بي فرانس كي ديريير يعني عطاهم دي غارونتي خليهم فريمون عطاوهم قوه. زاد عندهم حاجه بها برشا في الجهات يخدموا على التصدير وخاصه العولمه نتاع المؤسسات في الجهات واختاروا لي سيكتور اللي يخدموا عليهم. ان شاء الله احنا في تونس نكونوا زاد فهمنا اللي نجموا ان موديل باغي، نجموا ما نقولش نقلوه، ما نعملوا حاجه كيف وراه حاجه مهمه ياسر. دونك فهمتوا الموضوع نتاعنا مهم ياسر، كيفيه اقتحام الاسواق وصعوبه عولمه المؤسسات التونسيه. افيك ميشيل بوزا المسؤول الاول على بزنس فرانس في شمال افريقيا. encore une fois vous êtes la bienvenue en la première partie. Ça s'est super bien passé, c'est magnifique de discuter avec toi Michel. Et la deuxième partie, on va parler de quelques sujets qui fâchent un petit peu, comme je vous ai dit. Alors la relation économique tuniso-française stagne. Elle stagne, d'après moi, rien qu'en chiffres. On parle toujours, depuis un certain temps, de 1500 entreprises, même si les 1500 entreprises, je trouve que c'est magnifique, c'est une création de valeur unique. Sincèrement, il y a 3 pays avec lesquels on travaille. Il y a la France, l'Allemagne et l'Italie. Moi, je pense qu'avec la France, c'est extraordinaire. Je vous ai parlé en off du cas Actia avec Walid Ruiz. La boîte est 100% française, mais 100% tunisienne. C'est incroyable. C'est-à-dire que la famille qui gère en France et la filiale en Tunisie, c'est le même niveau stratégique. 50% de l'entreprise fait de la recherche et développement en Tunisie, des Tunisiens 100%. C'est vraiment un modèle de partenariat tuniso-français extraordinaire qu'il faut vraiment sur lequel il faut communiquer peut-être d'une façon fine. Il ne s'agit pas de communiquer pour dire « Oh, c'est bon ». Non, c'est d'une façon fine parce qu'il y a une très très belle valeur ajoutée. Il y a un très beau mariage qui est fait entre la France et la Tunisie à travers Actia et d'autres, probablement. Encore une fois, cette stagnation de 1500 entreprises, d'après toi, Michel, c'est dû à quoi? Alors, stagnation, c'est probablement ce qu'on ressent aujourd'hui parce qu'on est sur une période de crise quand même qui est mondiale. Ce n'est pas uniquement qu'en Tunisie, les choses sont plus difficiles. L'environnement est en train de bouger, les alliances, les blocs, on voit bien que tout ça c'est en train de bouger. Après stagnation, moi je dis que c'est les chiffres qui sont les juges. Et si on regarde l'évolution du partenariat économique entre la France et la Tunisie au travers des chiffres, on n'est pas tellement dans une stagnation dans le réel. C'est un ressenti qu'on a, mais dans le réel, quand on regarde les échanges déjà de biens et de marchandises, dans ce qu'on appelle les flux d'import et d'exportation, on est aujourd'hui à un volume qui avoisine à peu près les 9 milliards d'euros. On est bien au-dessus du niveau de 2019 avant la crise Covid. Donc on a plutôt une augmentation de ces flux. Bien sûr, il y a l'inflation, mais on est sur une dynamique qui est plutôt positive
avec une dynamique qui est favorable à la Tunisie, puisqu'on a un déficit français qui est à peu près toujours d'1 milliard d'euros entre la France et la Tunisie. Et la France est le premier client de la Tunisie, et de loin par rapport aux différents partenaires. Et nous sommes aujourd'hui le premier partenaire de la Tunisie en termes d'import, d'export, d'investissement, de tourisme, d'aide au développement. Donc, effectivement, on a un ressenti que c'est peut-être plus comme avant, parce qu'il y a plus de concurrence, parce que le monde est en train de changer. Mais si on regarde les chiffres, les 9 milliards d'euros de flux, les 1500 entreprises qui représentent alors 150 000 jobs en Tunisie, c'est quand même considérable. Alors, mes collègues de la FIPA disent maintenant 160 000 entreprises. Bon, voilà. Moi, je m'en tiens déjà aux 1500 entreprises. Il faut voir que c'est supérieur à la relation que nous avons avec le Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui est 3 fois plus important en termes de population. C'est 35 millions de personnes. Au Maroc, on a beaucoup d'afflux de nouveaux investissements aujourd'hui, parce que la stabilité, la vision du Maroc fait que c'est peut-être plus rassurant pour des nouveaux d'arriver et d'investir dans ce pays. On a à peu près 1300 entreprises françaises au Maroc, 1500 donc en Tunisie. Mais en Tunisie, on a une situation où on a énormément d'entreprises qui sont installées depuis longtemps. Parce que la Tunisie a été un des premiers pays à imaginer ce concept d'investissement totalement exportateur, avec la loi de 70, en disant finalement, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une zone, vous mettez de partout, vous irriguez les territoires, et puis on vous fait confiance, et vous travaillez dans cette sphère de totalement exportatrice, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont présentes en Tunisie avec des équipes, le cas de Actia en est un, depuis longtemps. Ils sont contents de leur investissement, ils sont contents de ce partenariat, et ils sont en train de s'étendre pour pouvoir répondre à une demande européenne aujourd'hui qui est d'arrêter d'avoir des produits qui font 3 fois le tour de la Terre en termes de décarbonation, d'impact, de coûts. Et donc, on a des entreprises qui sont en Tunisie et qui étendent leurs capacités. Donc, ce n'est pas des nouveaux waouh, on n'a pas d'effet waouh, on a un effet plutôt de confiance, de stabilité, peut-être de stagnation aussi, parce qu'on n'a pas les taux de croissance qu'on a eu avant, mais je pense que la relation, elle reste extrêmement diversifiée, dense, et vraiment de confiance. Parce que quand on investit chez un partenaire, c'est pas pour faire un coup, quoi. On est là pour des années, et le cas d'Actia est un très bon cas pour moi de co-développement entrepreneurial entre une société qui choisit de mettre un pied en Tunisie, un pied en France majoritairement, bien évidemment d'aller partout, mais avec ces 2 pieds, de bâtir une stratégie pour ensuite attaquer l'Europe, l'Afrique. Voilà. Le mot-clé, là, c'est vraiment le co-développement entrepreneurial, et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus arriver. Et donc, stagnation, mais on est quand même dans une dynamique qui est positive. Alors, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Les indicateurs ne sont pas tous au rouge, ni en France, ni en Tunisie. Donc la période est compliquée, et c'est dans ces périodes-là, justement, qu'il faut être résilient, qu'il faut regarder ses stratégies. Et moi, ce que je vois de ma lorgnette de Business France en Tunisie, c'est que je vois beaucoup d'entreprises françaises qui s'étendent, qui ont confiance, quelques nouveaux. Hein. Donc la semaine dernière, on a accompagné la filiale française d'EDF Énergie Nouvelle, qui s'installe en Tunisie pour aider justement à la décarbonation de l'industrie tunisienne, qui est vraiment une nécessité forte. Il y a 15 jours, avec la Chambre de commerce tuniso-française, on est allé visiter l'entreprise Beneteau, qui vient de racheter un chantier qui va développer en Tunisie, en complémentarité de sa production française, des bateaux de plaisance pour le monde entier. Donc, c'est plus comme avant. Mais je pense que la relation est forte et qu'on est toujours dans une logique de confiance, de résilience et de construction entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs tunisiens. Michel, je vais te poser la question autrement. Comment créer une nouvelle dynamique ? C'est-à-dire, OK, on est sur, depuis quand même, la relation tuniso-française, elle est extraordinaire. Elle dure depuis un certain temps, mais comme on dit, bien sûr, on est dans comment dirais-je, dans le bien-être. On est bien, ça se passe bien quand même. Il y a 9 milliards d'euros d'échanges, 1500 entreprises qui se positionnent très bien, qui gagnent de l'argent. Donc, comment changer une autre dynamique et répondre à un nouveau monde, c'est-à-dire le nouveau monde de demain, comme tu l'as si bien dit, la crise, c'est aussi une opportunité. C'est un défi. On a vu le Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui la Palestine. Et comment
tu penses qu'on peut imaginer une nouvelle dynamique, plus jeune, plus inclusive, peut-être qui s'installe sur une région comment vous voyez une nouvelle dynamique de la relation économique tuniso-française? Moi, je pense que le maître mot de tout ça, c'est une intégration la plus forte possible des chaînes de valeur, qu'elles soient humaines, hein, parce que la Tunisie est reconnue comme un hub de compétences en Afrique très fort, qu'elles soient technologiques. En France aussi, on a des filières qui vont être extrêmement renforcées et travaillées avec un plan qui s'appelle France 2030, où on va investir 54 milliards d'euros d'ici à 2030 pour devenir des champions mondiaux de certaines filières, la décarbonation, la formation, etc. etc. Donc il faut travailler sur un concept qui nous permette d'allier les forces et les faiblesses des entrepreneurs tunisiens, des entrepreneurs français, dans vraiment cette idée de co-développement entrepreneurial. Hein, donc, et là, on peut aider, bien évidemment, avec un accompagnement des services de l'État, des agences, etc. Mais c'est les entrepreneurs qui vont construire ces stratégies. Et puis ensuite, grâce à cette stratégie, s'attaquer, alors, s'attaquer, j'aime pas le mot attaquer parce que c'est pas ça, mais couvrir les besoins de l'Europe, qui a aujourd'hui des nouveaux besoins, en se disant on réindustrialise l'Europe, on remet de la valeur plutôt que de compter sur aller faire son aspirine en Chine ou ailleurs. On essaye de travailler dans des politiques européennes et de voisinage. Et la Tunisie est vraiment dans ce nearshoring très proche de l'Europe. Et il faut continuer à le faire parce que l'Europe, c'est un gros marché. C'est un très très gros marché, important, riche. Donc quand on fait un business industriel tunisien, on doit penser je le fais pour la Tunisie, je le fais pour ma région, et si j'ai des clients en France, c'est très bien. Et d'ailleurs, s'il a des clients en France, il faut qu'il y aille, il faut qu'il s'implante aussi, qu'il se rapproche, comme les entreprises françaises le font ici. Et puis après, il y a l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent du 21e siècle. C'est là où on aura le plus de jeunes, le plus de croissance démographique d'ici la fin du siècle. Donc, il faut y aller. Pourquoi n'y allons pas ensemble? L'enjeu, c'est ça. C'est un enjeu de réflexion. Moi, je le dis, hein, malheureusement, en Tunisie, il y a très peu de gens qui réfléchissent, hein, c'est clair. Tout à l'heure, en off, je l'ai dit, je le redis, hein, le côté français, il est clair, il a des objectifs, des intérêts, etc. C'est clair. Côté tunisien, par exemple, je parle de ma communauté, qui sont les chefs d'entreprise, on n'arrive pas à être clair. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Si on veut une relation avec la France, une relation de complémentarité pour aller sur des marchés, qu'est-ce qu'on veut? Qui doit parler ça avant tout? Parce que c'est important de savoir que dans une dynamique d'avenir, il faut une réflexion sur du long terme. Mais lorsque je reviens et je me dis, Michel parlait d'industrialisation, de réindustrialisation, par exemple en Europe. Ça ne va pas être si simple parce que tout simplement, si en augmentant la réindustrialisation, il faut ramener des ingénieurs, des gens de l'extérieur. Et ce n'est pas aussi simple. Pourquoi on ne le fait pas en mode régional? Parce que c'est facile à dire, c'est facile à imaginer, mais avec tout ce qui se passe, c'est pas simple. Et puis, il vaut mieux peut-être réfléchir à investir dans de nouvelles industries au sud, mieux que de se dire, voilà, je vais faire renforcer l'industrialisation en France, tout en n'ayant pas le personnel pour, et il faut bien sûr le ramener de l'extérieur, alors qu'avec tous les problèmes qu'on a sur la Méditerranée, etc., c'est compliqué. Est-ce que c'est la bonne stratégie de la France? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, quand on parle de réindustrialisation en France, et on va le faire, on n'imagine pas de tout fabriquer en France par rapport à nos besoins. Ouais. On imagine de le fabriquer avec un impact environnemental le plus faible possible, d'abord en Europe. C'est normal, c'est notre construction politique commune et qui est une réussite. Hein. Et puis après, avec nos voisins proches, et dans nos voisins proches, il y a la rive sud de la Méditerranée. Il y a 2 pays, 3 pays à la rigueur qui peuvent participer. Il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, qui sont des pays assez ouverts avec des habitudes avec des cultures plutôt industrielles, des ingénieurs. Voilà. Donc là, ça va se faire ensemble. On va le faire ensemble et je pense que c'est ce qu'il faut rechercher. Donc ça, c'est une intégration de chaînes de valeur. On ne le voit pas. Moi, je vais parler de la Tunisie. Je ne sais pas ce qui se passe au Maroc ni en Égypte. Je vais parler en Tunisie. On ne le voit pas. On ne voit pas que
je ne parle pas du côté français, hein. On ne voit pas du côté tunisien une clarté dans les idées de construire une stratégie régionale industrielle. Par exemple, parlons industrie, ce qui est très, très important. Même les changements aujourd'hui au niveau international, ce qui se passe aujourd'hui, pour avoir des conteneurs qui viennent d'Asie, ça prend 3 fois plus. Ce n'est pas sûr que ça va s'arrêter bientôt. Donc, est-ce que vous avez un petit peu une idée de ce qui se passe? Est-ce que la Tunisie veut travailler sur cette stratégie d'internationalisation? Bon, je pense que, alors, moi, la vision que j'ai, c'est une vision des entrepreneurs. Oui. Je ne suis pas trop là-dedans. Donc, ce qu'on voit, effectivement, vous avez cité Actia, on pourrait citer Sagemcom, on pourrait en citer beaucoup d'entreprises qui ont choisi ce co-développement et qui continuent de s'étendre, d'embaucher. Donc, on parlait de numérique, par exemple. Moi, j'ai en tête des gens comme Sofrecom, hein, qui est une filiale importante d'Orange, qui a sa plus grosse filiale internationale en Tunisie, avec plus de 1000 ingénieurs, pour travailler sur des solutions qui vont être employées par le groupe Orange dans le monde entier, et en particulier en Afrique. Donc c'est une triangulation qui se met en place et qui est, pour moi, assez importante. Et ce qu'on voit dans les entreprises qu'on accompagne, c'est ça. Voilà. Après, au niveau du gouvernement tunisien, là, j'attends de voir un petit peu quelles seront les stratégies. Il y a aussi un certain nombre de mouvements dans les ministères, donc, qui est normal, qui est lié à la transition politique également que connaît la Tunisie. Mais je pense que de notre côté, on sera vraiment en appui total pour aider la Tunisie, son secteur public, son secteur privé, à réfléchir et avoir une stratégie dans laquelle nous, ce qu'on dit, c'est faisons-le ensemble. Et il y avait C'est-à-dire nos deux premiers ministres qui ont déjeuné ensemble la semaine dernière. C'est très récent. J'aurais aimé voir un plan d'action derrière. Ok, c'est bon d'écouter les deux premiers ministres déjà, qui sont en disant en amitié extraordinaire, c'est bien. Mais déjà, c'est bien. Aussi, il faut lire des plans d'action. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Par exemple, le numérique. Par exemple, prenons le numérique. Moi, ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est qu'à dire la France, vraiment, a aujourd'hui un savoir-faire dans le numérique très intéressant, mais qui est plutôt sur l'axe américain. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises françaises s'intéressent sur le marché américain. Alors que probablement dans le numérique, l'avenir, il est en Afrique. Pourquoi on ne réfléchit pas ensemble pour développer des hubs, comme des hubs de compétences de la Tunisie vers l'Afrique dans le numérique? Parce que là, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que, OK, le marché américain, aujourd'hui, il est énorme. Pour devenir des startups qui lèvent des fonds extraordinaires, il faut être aux États-Unis. Mais l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir du green, c'est en Afrique, etc. Pourquoi on ne réfléchit pas ensemble pour avoir un hub en Tunisie, par exemple, dans le numérique? Je pense que c'est une très, très bonne... Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se faire. Alors, plus au niveau peut-être du privé. Et moi, j'ai en tête l'idée de la French Tech et la French Tech Tunis, qui a été créée en 2019, qui regroupe les entrepreneurs tunisiens qui sont dans le numérique et la tech. Et qui fait le lien. Où, French Tech Tunisie? Je ne les vois pas. Alors, ils ont été labellisés en 2019 et puis, boum, on s'est pris la crise Covid quand même. Il faut l'avoir en tête, hein, la crise Covid. On a dépassé la crise Covid. Là, on l'a dépassé. Maintenant, on est revenu avec une dynamique. Et donc, la French Tech, c'est un réseau qui connecte des entrepreneurs de la tech et du numérique avec le monde entier, puisqu'en fait, il y a à peu près une quarantaine de métropoles French Tech en France, et puis il y a à peu près 50 pays qui ont des French Tech, au Maroc, aux États-Unis, au Kenya. Et donc ça, c'est des réseaux qui permettent aux entrepreneurs qui sont dans la French Tech de très vite mise en relation et de créer du business. Donc, la French Tech, elle est en train de s'étoffer en Tunisie. J'ai le grand plaisir d'être au bord de la French Tech Tunis depuis maintenant une petite année. Et voilà, on est en train de revenir. Et ça, c'est un axe de relations et de collaboration très forte. La Tunisie est reconnue avec le Startup Act, avec tout ce qui a été fait comme un pays dans lequel on imagine, on innove, on entreprend. Je pense que c'est une caractéristique des Tunisiens aussi, d'être entrepreneur. Entrepreneur et bien formé, ça fait de la tech. Et donc là-dessus, il y a énormément de connexions qui peuvent se faire. Et là, le hub de compétences, il est évident pour après aller travailler en Afrique. Donc,
On n'a pas que le regard vers les États-Unis, bien sûr les États-Unis, les grands pays, le Japon, l'Allemagne, voilà. Mais on regarde et grâce à ces outils, grâce à ces communautés, on a des actions. Et il y a une feuille de route d'ailleurs numérique entre la France et la Tunisie. Alors là, c'est l'État, c'est les gouvernements qui existent, avec des collaborations pour mélanger un petit peu les expériences des ministères tunisiens et des ministères français, des différentes agences, parce qu'il y a la cybersécurité, il y a de l'encadrement, il y a des règles, enfin il y a des normes, c'est assez important. Et puis après, il y a tout le business un peu privé. Et donc on a d'ailleurs des actions dans le numérique pour rapprocher les écosystèmes avec un forum du co-développement numérique qu'on fait tous les ans, qu'on refera, on en fait dans l'industrie. Donc voilà, donc ça, il y a une vraie logique à mettre ce concept de co-développement entrepreneurial axé vers l'Afrique sur un certain nombre de filières et le numérique en fait partie. Mais là, ça m'emmène directement vers cet extraordinaire intérêt des jeunes Tunisiens pour investir en France. C'est-à-dire, plus on se rapproche, et Michel, tu en connais quelque chose sur cet intérêt des Tunisiens d'investir en France. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Alors, c'est le pendant de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Si on dit co-développement, ça ne veut pas dire que dans un sens, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Tout à fait. Donc, je suis entrepreneur français, je regarde qu'est-ce que je peux faire avec mes partenaires sur la rive sud de la Méditerranée. Je suis entrepreneur tunisien. Mon marché, il est autour, mais il est aussi de l'autre côté de la Méditerranée, il est naturel. Et donc, pour aller vers ce marché, effectivement, il y a la prospection et puis il y a souvent des prises de participation, ou en tout cas la création, l'embauche de gens pour aller développer, pour se rapprocher de ses clients, simplement, ou pour se rapprocher d'une source de financement. Dans le cas des jeunes pousses, donc des startups par exemple, très très vite, il va falloir aller trouver de l'argent. Et l'argent, il est certain qu'il y en a quand même pas mal en Europe et en France. Donc c'est intéressant de prendre pied et de pouvoir être aidé par BPI France, par des capitaux risqueurs, par des territoires. Donc ça, moi je dirais que c'est un bon signal de la relation. Il y a combien de Tunisiens qui ont investi en France depuis 5 ans? Alors là, je n'ai pas les chiffres depuis 5 ans. L'année dernière, on a accompagné, je crois, 18 projets qui ont Alors pour nous, quand on dit accompagnement réussi, c'est-à-dire qu'on détecte les entreprises. Tous des startups? On les accompagne. Non, il n'y a pas que des startups, il y a des PME, il y a des groupes qui ont des besoins divers et variés pour se rapprocher des clients, pour intégrer. Comment vous les accompagnez concrètement? Alors, je vais venir à peu près sur les 17 l'année dernière, je crois qu'il y en avait à peu près la moitié qui était dans la tech et l'autre moitié qui était sur des activités plus... Alors, comment on fait? Là, c'est la même idée. On le fait en équipe, coordonnée. Donc, on a créé une Team France Invest avec des gens qui sont dans les bureaux. Il y a aussi un chargé d'affaires? Ici, à Tunis, nous avons quelqu'un qui est spécialisé sur ce métier d'accompagnement de l'investisseur, parce que ce n'est pas la même chose que d'aller trouver un distributeur, un partenaire pour une entreprise qui fait des solutions de décarbonation, par exemple. Donc, on va accompagner, écouter donc, ces entrepreneurs, valider un business plan, parce qu'il y a besoin d'avoir un business plan, et en fonction ensuite de l'impact de ce business plan, on va lui proposer un accompagnement, alors qui est gratuit et confidentiel, qu'on va faire avec nos équipes en France et qu'on va faire surtout avec toutes les régions de France. Parce qu'on est connecté à toutes les régions de France. On a un genre de bourse au projet qui s'appelle le COS. Tous les lundis, on dit voilà, on a détecté et validé 10, 15 projets dans le monde. Il y a tel techno, tel secteur qui est intéressé. On met un peu les territoires français en concurrence pour qu'ils proposent des conditions d'investissement à l'entrepreneur les plus favorables. Donc, par exemple, dans la biotech, on va avoir l'Alsace, Nantes, qui va dire moi ça m'intéresse, j'ai un bioparc, je propose un accueil pendant 6 mois, je propose tel Z, etc., etc. Donc, chaque région peut un petit peu mettre en avant des avantages pour attirer l'investisseur. Ensuite, on prend la main de l'investisseur et on lui fait faire le tour des régions qui lui proposent quelque chose pour qu'il se rende compte sur le terrain. Et puis, si ça marche, l'entrepreneur décide ensuite d'investir. Ça, pour nous, c'est un projet qui se réalise. Ensuite, on va l'accompagner avec nos desks en France sur la création, le recrutement, avec tous les partenaires pour qu'ils puissent grandir. Et là aussi, le réinvestissement, autant c'est important en Tunisie, le réinvestissement des entrepreneurs français pour étendre, pour faire des extensions ou changer un petit peu leur fusil d'épaule, autant en Tunisie, on va continuer à le faire et on va accompagner l'entrepreneur dans la durée.
Et on peut avoir, notamment dans les startups, des modèles qui évoluent. Avec, tiens, on avait plutôt cette cible-là, là maintenant c'est d'autres cibles, d'autres écosystèmes. Et on va le faire en partenariat public-privé avec la French Tech, avec BPI France, avec tous les écosystèmes. Et on a vraiment, c'est un métier pour nous. Du point de vue confidentialité, ça veut dire, des fois les startups, c'est une dynamique extraordinaire avec des brevets. Est-ce qu'on accompagne l'entreprise sur cette partie-là? Parce que l'enjeu est important lorsqu'il s'internationalise. Il s'ouvre, donc il est fragile. Tout à fait. Alors, quand je dis confidentialité, c'est-à-dire que, et s'il y a besoin d'ailleurs, on signe des NDA pour rester tout à fait confidentiel. Après, l'entreprise, elle va avoir besoin, comme en Tunisie, de se protéger. Et là, tout l'écosystème qu'on va mettre autour, alors chez nous, c'est l'INPI, c'est l'équivalent de l'Institut national des brevets en Tunisie qui s'appelle l'INORPI. L'INORPI, voilà. Donc, on va à chaque fois proposer à l'entreprise de pouvoir déposer ou se protéger si elle en a besoin. Comme on est en Europe, la protection européenne, elle s'étend après automatiquement. Donc, il y a un certain nombre d'avantages. Et puis, on a en France un truc qui est super pour les investisseurs qui veulent faire de la R&D. C'est le crédit d'impôt recherche, qui est vraiment le meilleur au monde, et qui permet à une entreprise de défiscaliser une très très grande partie de ce qui est mis dans des équipes de recherche en propre ou avec des centres pas partenaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça, c'est un avantage sur toute la France. Ah oui, parce que vous avez, c'est national, décision. Parce que vous avez des avantages si le Tunisien s'installe au sud. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Ça dépend des régions. Un territoire peut dire, moi j'ai un parc et sur ce parc, je mets des gens par exemple pour assurer des tâches transversales qui ne vont pas être à la charge de l'entreprise. Et donc j'accueille des entreprises qui m'intéressent dans telles conditions. Dans une autre région, ça peut être d'autres avantages sur le transport, sur la formation, sur l'éducation des enfants. Enfin, là c'est vraiment une organisation territoriale décentralisée où chacun peut amener. En règle générale, le national, c'est la fiscalité, c'est le crédit d'impôt recherche, c'est la mobilité, enfin c'est tout ça. Et ensuite, chaque région peut adapter et mettre en avant des avantages plus ou moins forts. Si on parle par exemple des startups françaises qui partent aux États-Unis, l'avantage c'est la scalability, l'évolution très rapide de la startup aux États-Unis et c'est leur savoir-faire. En France, un investisseur tunisien qui va sur le marché français, est-ce qu'il a cette même scalability sur l'Europe ? Par exemple, disons dans un secteur ou un autre. Bon, on ne va pas parler du secteur numérique, on en a parlé. Par exemple, un secteur comme le textile. Est-ce que le fait de s'installer en France, on peut évoluer rapidement sur le marché européen ? Je pense, oui, c'est une porte d'entrée qui est très très intéressante, la France, sur l'Europe. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécial pour aller sur l'Europe, par exemple ? Alors, une fois qu'on est entreprise de droit français, installée, on a accès à tous nos services de Business France sur le métier export dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs tunisiens qui se sont installés en France, qui ont aujourd'hui des équipes, pour les accompagner aux États-Unis, au Japon ou en Europe. Absolument. Nos services Business France, dans nos 3 métiers, donc le métier export, c'est faire grandir une entreprise de droit français à l'international, en le connectant, le préparant, enfin tout ce qu'on a expliqué, etc. Donc c'est ouvert à toutes les entreprises étrangères qui investissent en France et qui produisent de la valeur. Deuxième métier, accueil des investissements internationaux pour consolider nos territoires, notre emploi, notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a 30% de l'exportation française qui est le fait d'entreprises étrangères qui se sont implantées en France. Donc pour nous, c'est très mélangé en fait, c'est très naturel. Et puis le troisième métier qu'on a aussi, on n'en a pas parlé, c'est la formation des jeunes. Et on a un programme qui s'appelle le Volontariat international en entreprise, le VIE, qui permet d'envoyer des jeunes français et européens dans des entreprises à l'étranger, se former pendant 1 an, 2 ans, avant une embauche dans des conditions sécurisantes pour le jeune et intéressantes pour l'entreprise, et qui permet de capter les talents, de les tester avant une embauche. Ça, c'est aussi un élément important pour l'entrepreneur, pour pouvoir muscler ses équipes et en minimisant le risque d'erreur. Parce que quand on se plante, c'est toujours compliqué. Ah oui, c'est clair. Et c'est pour ça que, pour moi, la question qui vient tout de suite, là, c'est avec ce risque-là, on a besoin d'un accompagnement financier. Est-ce que un Tunisien qui s'installe en France, il a cette facilité d'être accompagné par une banque française ou un fonds d'investissement ou, je sais pas. Alors oui, alors après ça va être
son modèle, ça va être bien évidemment... Mais ça veut dire qu'il se vend tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de vous Alors, non? Oui, il se vend tout seul. Après, autour de nous et au cours des écosystèmes territoriaux qu'on mobilise là pour dire, voilà, on a un champion qui arrive, il a des super idées, il va y aller. Tout le monde va se mettre autour. Autour, il y a des capitaux risqueurs. Voilà. Il y a BPI France aussi, qui est dans chaque région avec des bourses d'innovation, un certain nombre d'outils. Donc, à partir du moment où on prend pied dans le pays et qu'on devient une entreprise française sans cesser d'être une entreprise tunisienne, c'est pas... on grandit ensemble. Comme une entreprise française qui est en France, quand elle vient en Tunisie, elle devient tunisienne, le cas d'Actia, de Sagemcom, et on grandit ensemble. C'est la même chose. Et à partir de là, il y a toute une gamme de services et de produits qui sont accessibles à l'entreprise, à l'entrepreneur tunisien qui a créé son équipe et qui a créé sa société. Et c'est exactement ça, c'est que les Tunisiens doivent comprendre quelque chose de très important. Parlons par exemple du cas Instadip. Lorsqu'Instadip il a levé le grand fonds de 100 millions de dollars, ou lorsqu'il a été racheté, tout le monde dit ah non, est-ce que l'entreprise elle est française ou anglaise ou non, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, rien qu'ici à Dedot, on a un Stadip qui aide les jeunes à développer de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est dépassé, tunisien, français, anglais, c'est dépassé pour l'entrepreneuriat, c'est dépassé. Et on doit le comprendre une fois pour toutes. Avant de terminer, un point, moi je considère que vraiment il y a un savoir-faire en France et un savoir-faire en tunisien qui n'ont pas collé ensemble, et je ne sais pas pourquoi. C'est l'artisanat. Et moi, je trouve que le modèle français, vraiment, il est magnifique. Il a ses trucs positifs, négatifs, etc. Pourquoi on n'a jamais vu un rapprochement? Alors là, dans l'artisanat, je vais être un peu moins pointu parce que c'est des entreprises qu'on accompagne un peu moins, ou en tout cas moins en Tunisie, mais plus sur des pays dans lesquels ça va être du B2C, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que dans l'artisanat, souvent on va être dans des gens qui produisent, qui créent, qui inventent des choses qui sont achetées directement par le consommateur. Donc là, on passe beaucoup par des salons. Ça se fait beaucoup sur des salons, et ça peut également se faire beaucoup par le digital, avec des vitrines. Qui sont des vitrines qui permettent de présenter des produits au monde entier. Et c'est vrai que là, ce sont les chambres d'artisanat qui font ça en France. Il y a des organisations précises avec eux. Et alors, entre les artisans tunisiens et les artisans français, est-ce qu'il y a des choses à développer? Certainement, mais là, je suis un peu moins pointu pour répondre, je suis un peu moins à l'aise. Il y a certainement plein de choses. Nous, on le fait par exemple sur tout ce qui est artisanat, on appelle ça le patrimoine vivant, artisan d'art. Donc là, on va les accompagner sur des marchés où ils trouvent des clients. Vous le faites bien, valoriser l'artisanat en France. Moi, je trouvais que ça, c'était bien réfléchi. Alors, je vous laisse le dernier mot, le dernier message. Là, on arrive à la fin de notre podcast. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises tunisiennes, aux chefs d'entreprise, parce qu'ici, le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. C'est CJD, on est dans une organisation internationale qui est née en France. Donc, le slogan du CJD, c'est l'économie au service de l'homme. Donc, nous, nos valeurs au CJD, c'est les valeurs de CJD France, qui solidarité, échange d'expérience, etc. Et là, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au sujet à l'internationalisation des entreprises, à nos entreprises tunisiennes? Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, hein, donc on est presque dans du co-développement entre la Tunisie et la France au centre des jeunes dirigeants, puisque c'est un réseau qui est né en France, maintenant qui existe dans plein de pays, qui est repris par les entrepreneurs de chaque pays et qui crée de la valeur autour des dynamiques de ce réseau. Moi, je dirais que pour un entrepreneur, c'est un peu les messages qu'on a portés tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut faire les choses ensemble, entre la France et la Tunisie, et il y a plein de belles histoires qui montrent que ça marche et que ça crée de la valeur dans les deux sens, comme on a parlé tout à l'heure. Donc cette notion de co-développement entrepreneurial, il faut l'avoir en tête, et puis se dire que côté
des opérateurs français, des entrepreneurs français. Il y a une très grande écoute et une très grande appétence aussi à travailler avec les entrepreneurs d'Afrique du Nord, et en particulier les entrepreneurs tunisiens, parce qu'on a une histoire et une qualité de relation qui est forte. On a la francophonie aussi. Quand on se parle, c'est quand même assez facile de se comprendre, indépendamment de s'entendre, mais de se comprendre par la francophonie, qui est une vraie richesse. Ça aurait été difficile que je parle en arabe et que tu répondes en français. Voilà, là j'étais un peu largué. Donc malheureusement, je n'ai pas ce niveau en arabe que j'ai en français. Et donc on a cette richesse, et donc profitons-en, faisons en sorte de maximiser, de valoriser les parcours, les connexions qu'on peut faire ensemble, et co-développons ensemble. On va proposer beaucoup d'événements pendant l'année en partenariat public-privé et avec le Centre des jeunes dirigeants, pour vous permettre de rentrer en contact avec des entreprises françaises qu'on va amener sur un certain nombre de sujets. Donc n'hésitez pas à venir, on sera vraiment à votre écoute, et entreprenons ensemble. Superbe, entreprenons ensemble. Je ne vais pas rajouter un autre mot. Je vais vous dire merci beaucoup. Merci Michel, c'était magnifique. Le podcast est super sympa, et je vous dis à la prochaine.